Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce quatrième cycle de webinaires consacré à la biodiversité et donc aujourd'hui plus particulièrement au thème urbanisme et biodiversité pour lequel nous avons donc l'honneur d'accueillir avec nous alors Monsieur Loisler qui est directeur général des services du CEDIF, syndicat des eaux d'Île-de-France, ainsi que Monsieur Koterman qui est DGS technique du CEDIF. Et enfin, Madame Hein, qui va nous rejoindre, qui est directrice des études et prospectives au CEDIF également. Alors, le thème étant assez large, j'ai choisi pour ma part de l'aborder sous l'angle d'un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment, à savoir l'objectif ZAN. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par un constat en quelques chiffres, à savoir qu'en France, nous avons entre 20 000 et 30 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Globalement, la France a perdu environ un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années et nous avons entre 6 et 9,5% du territoire qui est aujourd'hui artificialisé. Il faut savoir que l'artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population, et cela même dans les territoires où la population et les emplois n'augmentent pas. Alors en termes d'utilisation, le premier poste, c'est évidemment l'habitat, qui représente environ 42% des surfaces artificialisées qui sont destinées. Cela devant les infrastructures de transport pour environ 28%, et enfin le foncier de service qui inclut les surfaces commerciales et économiques pour environ 16%. Alors évidemment, l'artificialisation des sols est aujourd'hui l'une des causes premières de l'érosion de la biodiversité, mais également du changement climatique, puisque un sol artificialisé n'absorbe plus le CO2 et participe donc à la hausse du réchauffement climatique. Ça aggrave aussi évidemment les risques d'inondation, puisque un sol imperméabilisé n'absorbe plus l'eau de pluie et donc aggrave les phénomènes de ruissellement et d'inondation. Ça entraîne également sans doute une perte de productivité agricole, un accroissement très important des dépenses qui sont liées au réseau qu'il faut aménager mais qu'il faut entretenir ensuite, et les réseaux qui vont eux-mêmes venir nuire à la biodiversité en termes de nuisances sonores, de pollution lumineuse, voire même pollution de l'air et de l'eau notamment. Et enfin, cette artificialisation est aussi une des causes principales de ce qu'on appelle la fracture sociale, à savoir la désertification des centres-villes et la dévalorisation des petits commerces, sachant que l'artificialisation va de pair avec l'augmentation de la vacance des logements, des commerces et des friches industrielles. D'où l'apparition progressive des notions de lutte contre l'étalement urbain et de limitation de la consommation d'espace, dont on a vu les prémices dès la loi SRU en 2000, mais surtout dans le cadre de la loi ALUR en 2014 et de la loi Elan en 2018, ce qui a déjà permis aux juges administratifs d'annuler des PLU, des plans locaux d'urbanisme, pour urbanisation excessive, pour consommation d'espace non maîtrisée et notamment atteinte aux principes généraux d'équilibre urbain. La notion de zéro artificialisation nette est quant à elle apparue dans une instruction du gouvernement en 2019, qui est venue donc créer cet objectif ZAN, de zéro artificialisation nette, mais dans le cadre d'une circulaire, ce qui n'était donc pas opposable. C'était de simples recommandations. Et c'est ce à quoi la loi climat et résilience du 22 août 2021 est venue remédier en consacrant cet objectif ZAN qui consiste donc à atteindre une absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050. Alors c'est un objectif qui paraît pour l'heure assez lointain, et ce d'autant plus que le législateur s'est réservé la possibilité de le moduler. Et on a déjà pu voir dans d'autres sujets que généralement il ne s'en privait pas. À cela, il a tout de même été ajouté un objectif intermédiaire qui, on va le voir, est beaucoup plus concret
et qui consiste à diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années, avec donc une programmation dans les documents d'urbanisme et de planification. Alors la loi, et c'est un apport notable, est venue définir ce qu'elle entend par artificialisation des sols. L'artificialisation brute étant définie comme l'altération durable. Alors, on n'a pas encore de recul sur cette notion de durabilité et je pense qu'il y aura sans doute pas mal de contentieux là-dessus, mais c'est donc l'altération durable des fonctions écologiques d'un sol, à savoir notamment ses fonctions biologiques, ses fonctions hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc une définition plutôt fonctionnelle en fonction de l'usage des sols. Et l'artificialisation nette, telle que l'on va retrouver dans les documents d'urbanisme, est donc définie comme le solde entre cette artificialisation brute et la renaturation des sols, c'est-à-dire la désartificialisation sur un périmètre et une période donnée. Au sein donc des documents d'urbanisme, ces objectifs doivent être fixés en considérant comme artificialisés une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites, ce qui peut donc inclure des sols qui vont être constitués par exemple de déchets inertes. Et à l'inverse est considérée comme non artificialisée une surface qui sera soit naturelle, nue ou recouverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de culture. Alors, il faut savoir rapidement, la loi climat et résilience a instauré une période transitoire de 10 ans à compter de sa promulgation, donc jusqu'en 2031, en août 2031, au cours de laquelle la lutte contre l'artificialisation des sols va prendre la forme d'une réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. À savoir que l'objectif sera de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée sur les 10 années précédant la promulgation de la loi. On peut voir tout de suite là-dessus un potentiel effet pervers, à savoir que potentiellement, dans les lieux où l'artificialisation aura été maximale, eh bien, on pourra davantage artificialiser que dans les territoires qui auront été plus économes. Donc ça, c'est pour les objectifs sur les 10 premières années. Quant à ceux qui seront à atteindre à compter donc, de 2031, le décret du 29 avril 2022 est venu fixer une nomenclature de l'artificialisation des sols. Donc, je ne vais pas revenir sur la totalité de la nomenclature, mais simplement dire que ont par exemple été ajoutés aux surfaces artificialisées les sols végétalisés herbacés à usage résidentiel, c'est-à-dire par exemple les jardins attenants aux habitations, et ainsi que ceux qui sont adjacents aux productions secondaires ou tertiaires ou aux infrastructures, notamment de logistique ou de transport, y compris s'ils sont en chantier ou à l'état d'abandon, ce qui a notamment donné lieu à une levée de boucliers assez importante des élus, et l'AMF a déposé un recours contre ce décret nomenclature qui devrait être jugé là, dans les prochains jours ou prochaines semaines par le Conseil d'État. Alors, ces objectifs qu'on vient donc de définir doivent être intégrés aux documents d'urbanisme. D'abord à l'échelle régionale, notamment dans le SRADET, qui doit proposer une répartition des hectares artificialisables. Et donc ces objectifs devront être intégrés normalement d'ici le 22 février 2024. On va voir que ça va sans doute changer très prochainement. Les documents d'urbanisme locaux, SCOT, PLU, devront quant à eux être rendus compatibles lors de leur première modification ou révision. On a là-dessus, concernant les SRADET, un deuxième décret qui est paru le même jour que le premier, donc en avril 2022, et qui a d'ores et déjà ajouté la possibilité de prendre en compte
les projets d'aménagement, d'infrastructures, d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont d'intérêt général ou d'envergure nationale ou régionale et dont l'artificialisation qui sera induite sera décomptée au niveau régional et donc non plus au niveau des documents d'urbanisme locaux. C'est-à-dire qu'on déduit de l'enveloppe régionale qui est normalement à répartir la part d'artificialisation qui sera induite par ces projets. On change déjà pas mal de dispositifs avec ce nouveau décret qui a également été attaqué devant le Conseil d'État par l'AMF. Et à défaut d'intégration de ces objectifs dans le SRADET, le SCOT dans les 5 ans ou à défaut les PLU dans les 6 ans devront eux-mêmes intégrer ces objectifs, donc de diviser par 2 le rythme d'artificialisation sur les 10 prochaines années, avec la possibilité de le décliner par secteur géographique. On a attaché à cette intégration obligatoire des objectifs des sanctions qui sont quand même importantes, d'où les difficultés à les intégrer, à savoir qu'à l'échelle des SCOT, les zones à urbaniser seront tout simplement verrouillées si les objectifs ne sont pas intégrés. Et à l'échelle des PLU et des cartes communales, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser. Donc des sanctions qui sont quand même à saluer. Alors d'autres mesures à l'échelle communale et intercommunale vont par exemple consister à subordonner l'ouverture à l'urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers à la condition de justifier avec une étude de densification des zones déjà urbanisées que la capacité d'aménager et de construire a déjà été mobilisée dans ces espaces. À savoir qu'il ne reste plus de place dans l'enveloppe urbaine et qu'on est donc obligé d'aller consommer des espaces agricoles et naturels, agricoles et forestiers. Les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, intégreront aussi un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser, avec réalisation des équipements correspondants. Et on a également des restrictions particulières. On peut citer à ce titre les communes fortement urbanisées, dans lesquelles le règlement pourra définir une part minimale de surface non imperméabilisée ou co-aménageable, c'est-à-dire garder concrètement des espaces de respiration dans les centres-villes. Et dans les communes dans les collectivités territoriales qui sont concernées par le recul du trait de côte, on aura différentes cartographies, l'une à l'horizon 2024 concernant les zones impactées d'ici les 30 prochaines années, dans lesquelles les constructions seront interdites, les constructions nouvelles seront interdites, et les communes concernées à l'horizon 30-100 ans, dans lesquelles les constructions nouvelles ne seront autorisées qu'à condition d'être démolies à terme. Il y a beaucoup de choses là-dessus, je ne vais pas forcément entrer dans le détail aujourd'hui. On peut également noter, donc ça c'est pour ce qui concerne les documents de planification, certains apports à l'échelle des projets. Alors tout d'abord concernant l'optimisation de la densité des constructions, désormais toute opération d'aménagement qui sera soumise à évaluation environnementale devra faire l'objet d'une étude également sur l'optimisation de la densité de construction dans la zone concernée, étude dont les conclusions seront prises en compte dans l'étude d'impact. Un gros apport sur l'étude d'impact, la manière de la faire et également en termes de contentieux. Et on peut également relever un principe important pour ce qui concerne l'urbanisme commercial, à savoir un principe général d'interdiction de création ou d'extension de surfaces commerciales qui seraient source d'artificialisation des sols. Alors évidemment, avec un tel principe, on a tout de suite assorti de dérogations. Dérogations donc pour les commerces qui vont concerner une surface de vente inférieure à 10 000 m² et pour les projets d'extension qui auront déjà atteint ou dépassé ce seuil dans la limite d'une seule extension inférieure à 1000 m². Ces dérogations ont été précisées
et assorti de modalités, notamment dans la loi 3DS et puis tout récemment dans un décret qui est paru le 13 octobre 2022. Voilà donc pour ce qui en est globalement de l'objectif ZAN à ce stade, sachant que il vient d'être voté, il n'y a même pas 2 semaines de ça, le 16 mars dernier, une proposition de loi à l'initiative du Sénat qui vise à renforcer l'accompagnement des élus dans la mise en œuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols, mais qui surtout impacte assez lourdement le dispositif législatif qui a été mis en place et qui pose donc de nombreuses difficultés aux élus pour l'intégrer, sachant que tout ça a été fait assez vite et sans forcément être assorti d'études d'impact. Alors sur ce projet de loi, on peut citer quand même quelques propositions notables, dont la première, évidemment, consisterait à repousser d'1 an les délais pour la mise en conformité des SRADET, donc ce serait plus mars 2024 mais mars 2025. D'autres apports notables, notamment, seraient de comptabiliser séparément les projets d'ampleur nationale ou européenne au sein donc d'une enveloppe nationale pour que leur impact en termes d'artificialisation ne soit pas imputé à la collectivité d'accueil. C'est donc inscrit dans le SRADET et plus dans les documents d'urbanisme intérieur. On aurait également une surface minimale de développement communal qui serait d'1 hectare, avec des majorations possibles pour les communes nouvelles. On aurait également une modification assez importante de la nomenclature de l'artificialisation des sols, pour laquelle on considérerait les friches comme étant de fait des surfaces artificialisées, et à l'inverse, on compterait comme non artificialisées les fameuses surfaces végétalisées à usage résidentiel, mais également à usage agricole, de loisirs ou d'infrastructures de transport, et idem pour les surfaces occupées par des bâtiments agricoles. Donc on voit que là, on est quand même assez loin du dispositif initial et notamment du décret nomenclature qui est soumis au Conseil d'État. Pour les communes également qui sont concernées par le recul du trait de côte, l'idée serait de décompter de l'artificialisation les parcelles qui seraient rendues inutilisables en raison de l'érosion côtière. Et même chose pour les projets qui viseraient à relocaliser les constructions qui seraient impactées. Et enfin, dernier rapport notable qu'on peut citer aujourd'hui, ce serait la création d'un droit de préemption ZAN dans les espaces qu'on dit propices à la renaturation ou au recyclage foncier, avec un sursis à statuer spécifique qui permettrait donc, avant que le document d'urbanisme soit modifié pour intégrer les objectifs ZAN, de suspendre l'octroi des permis de construire s'ils ne font pas l'objet d'un projet qui soit compensé par une action de renaturation. Et cela pour éviter finalement la ruée vers le foncier qu'on a déjà pu constater dans certains territoires avec l'arrivée de cet objectif ZAN. Le texte, évidemment, doit encore être soumis à l'Assemblée nationale et on ne sait pas encore dans quelle mesure l'Assemblée et le Sénat vont parvenir à se mettre d'accord sur ces différentes mesures, sans doute pas toutes. Mais voilà, on aura quand même une actualité assez importante encore sur le ZAN à venir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je vais m'en arrêter ici et je laisse la parole à Monsieur Loiseleur et à son équipe pour la suite. Je vous remercie. Bien, bon, merci Maître. Donc le syndicat des eaux doit réfléchir à dispositions législatives, mais il faut quand même préciser que le CEDIF dispose principalement de 3 usines de production d'eau. Ces usines s'étalent sur une surface totale de 60 hectares environ, donc c'est beaucoup de surface. Sur ces usines, l'espace dévolu
la renaturation, la végétalisation est importante. Aujourd'hui, l'espace est constitué d'essences arboricoles importantes et le CEDIF, depuis 2015, depuis la COP 2021, déploie sur l'ensemble de son foncier, industriel par nature, puisque nos usines produisent de l'eau, donc ont des contraintes industrielles, prennent de la place pour filtrer et distribuer l'eau potable. Néanmoins, nous développons depuis 2015 un vaste programme de biodiversité avec les 3 strates végétales, le couvre-sol, et des essences à développement moyen et des grands arbres. Et dans les prochaines années, nous allons mettre l'accent sur la plantation d'arbres, à peu près 1000 sur l'ensemble de notre territoire, de manière à participer à cet élément de biodiversité. Par ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais nous compensons depuis 2015 également les émissions résiduelles de gaz à effet de serre par des programmes, soit des crédits de compensation, soit des soutiens aux actions de reforestation en Asie notamment et en Afrique. Voilà. Donc, à la lueur de ce que vous nous indiquez, le syndicat des eaux doit évoluer dans les prochaines années. On a mis en place un procédé de filtration ultra moderne qui est fait à base de membranes, tout simplement, capable d'arrêter et sur 2 de ces usines, le syndicat des eaux doit construire de nouveaux bâtiments avec une emprise au sol de l'ordre de 6 m² ou d'emprise au sol. Et donc, il faudra que nous, dans le cadre des études d'impact et dans le cadre de l'institution du permis qui va en découler, nous ferons en sorte de compenser cette occupation de l'emprise au sol, puisque par nature, on rentre dans la définition de l'artificialisation des sols. Et à l'inverse, nous allons compenser le plus possible, puisque c'est un débat qui s'oppose à nous depuis 2021, 2019 et 2021. Et donc, nous allons nous y employer, puisque il y a beaucoup de surfaces de stationnement avec des surfaces avec de l'enrobé qu'on peut rendre à la nature, si j'ose dire, et nous allons nous y employer dans le cadre d'un calcul et d'une compensation. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je veux bien éventuellement compléter sur un aspect. Donc, c'est vrai qu'il évite au travers de son métier qui est la production d'eau. Nous avons des contraintes réglementaires et à juste titre pour préserver la qualité de la ressource et en particulier de ressource qui est une ressource de surface, avec ce qu'on appelle communément des aires d'alimentation de captage très importantes. Et c'est vrai que nous pourrions évidemment nous soucier de la réglementation, comme je le disais, donc avec des périmètres bien définis, circonscrits à l'usine, et puis après des périmètres un peu plus rapprochés également, dans lesquels il y a des contraintes fortes en matière d'activité. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait être amené à intervenir sur ces périmètres-là de façon à contribuer à ce que l'artificialisation sur ces périmètres-là soit restreinte. Mais il y a quelque chose d'intéressant que nous allons engager donc, dans les années qui viennent, c'est au sujet de la prévention. C'est-à-dire que nous n'avons pas, comme c'est le cas bien souvent pour des captages souterrains, des périmètres dits de protection éloignée. Et donc, nous aurons à définir dans les prochaines années, vraisemblablement, des superficies, des zones sur lesquelles nous serions soumis, en tout cas seraient soumis tous les occupants de ces territoires à des contraintes environnementales fortes. Donc, c'est dans ce cadre, éventuellement, que notamment l'absence d'artificialisation peut être encore plus accentuée au travers de la préservation de tous les espaces naturels et agricoles qui composeraient ces
quelques milliers peut-être de kilomètres carrés de protection de nos captages. C'est en ce sens que nous pouvons avoir un rôle à jouer, parce que si je vous ai bien entendu, et j'avais aussi pour ma part quelques chiffres en tête sur la réduction aux certaines années des espaces naturels et des espaces agricoles. Si j'avais celui en tête de 2019, typiquement, je crois qu'il y avait plus de 30 000 hectares qui avaient été réduits en matière d'espaces naturels et agricoles. Et donc, c'est là où le syndicat peut aussi jouer un rôle important, c'est de combiner à la fois son intérêt qui est de préserver la qualité de la ressource pour produire de l'eau potable, et donc de le combiner à, je dirais, une réglementation, ou en tout cas une restriction qui ferait que nous pourrions contribuer à ce maintien des surfaces agricoles et des espaces naturels, tout en les préservant, bien entendu, et quelque part de combiner cela aussi à favoriser la biodiversité sur ces espaces. Voilà, donc c'est à peu près notre intervention, elle qui est par nature plus courte que la vôtre, puisque nous avons une spécialité au titre de notre compétence juridique. Nous produisons de l'eau et nous avons une chance, c'est d'offrir à la biodiversité de grands espaces qui sont encore aujourd'hui disponibles, qui sont végétalisés, et on va renforcer ce côté renaturation des espaces. Je vous en remercie, mais bon, on peut dire quand même que le CEDIF aussi est un gros acteur avec beaucoup de terres. Je pense que vous êtes vous comptez quand même parmi les premiers concernés par ces objectifs ZAN. J'imagine que vous les suivez comme nous d'assez près finalement. Et je ne sais pas si vous avez vu les dernières actualités, mais ça va encore bouger pas mal, je pense, assez vite. Notamment sur le calcul des surfaces artificialisées, c'est ça qui savoir est-ce qu'on compte pas, c'est ça qui mobilise le plus quoi, en ce moment. Alors, on a déjà quelques questions. Alors, une première, que pensez-vous de l'effectivité de la future mise en œuvre de l'objectif ZAN, et va-t-elle s'accompagner de mesures incitatives et de sanctions? Alors en termes d'effectivité, comme vous l'avez vu, on est toujours un petit peu en construction, même 2 ans après la loi. Moi, je reste quand même assez réservée sur l'objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050, surtout quand on sait que, encore une fois, le législateur pourra moduler cet objectif. On a vu qu'il ne s'en privait pas. On ne peut pas rentrer dans le détail, par exemple, de l'affaire Grande-Synthe, mais voilà, sur cet objectif principal-là, en termes d'effectivité, je reste quand même réservée et prudente. Sur le deuxième, cet objectif intermédiaire dont on a parlé, il y a quand même des sanctions déjà qui existent. La sanction de ne pas pouvoir délivrer de permis de construire dans des zones à urbaniser si on n'intègre pas les objectifs, c'est quand même important. Après, voilà, en termes d'effectivité, qu'est-ce qu'on compte ou pas dans les surfaces artificialisées? Ça, c'est encore un autre sujet, mais on va, disons, plus vers un ralentissement. Alors, pour le coup, effectif, je pense quand même avec ces sanctions, parce qu'il y aura toujours un juge pour condamner à la clé. C'est ça qui va sans doute faire avancer le plus, je pense. Donc, on va quand même vers un ralentissement effectif, à mon sens. Maintenant, voilà, est-ce qu'on va atteindre vraiment l'objectif zéro artificialisation nette? L'avenir nous le dira. Et en termes d'incitative, de mesures incitatives, il y a quand même un certain nombre d'outils. Je redonnerai peut-être la parole au CEDIF aussi là-dessus sur les outils. Des outils qui ont été mis à disposition des acteurs, alors notamment dans le cadre de circulaires. Vous en avez une qui était sortie dès la publication de la loi en 2021, qui présentait justement ces outils, et une autre qui est sortie, je crois que c'est janvier-février 2022. Vous avez le fonds Friche, qui a mobilisé quand même des fonds importants, avec, je crois, une trentaine de lauréats qui ont été retenus.
Et puis, vous avez d'autres outils, donc ça, c'est quand même une mesure incitative importante, une mesure financière. Hein. Et puis, vous avez d'autres outils avec des cartographies, des observatoires. Je ne vais pas forcément dresser la liste, mais certains sont encore en construction, mais de manière plutôt efficace, tout ce qui est cartofriche, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre d'outils qui existent. Je ne sais pas si, messieurs, vous en avez certains à citer, qui vous intéressent peut-être plus directement. Je voulais simplement vous dire que le syndicat des eaux, en dehors de ces 3 usines que je vous ai citées et qui représentent plus de 60 hectares, le syndicat des eaux possède des propriétaires, une batterie d'emprises qui sont des réservoirs, des lieux d'installation de distribution, etc. Et les communes, ces emprises sont implantées forcément dans les communes et les maires en question sont très attachés à ce que le syndicat des eaux ne densifie pas. Et d'ailleurs, nous n'avons aucunement densifié, mais nous construisons que les équipements qui sont strictement nécessaires à la production et la distribution de l'eau potable. Et pour le reste, beaucoup de communes voient nos espaces comme un lieu de respiration, de renaturation, de biodiversité. Et dans leur PLU, elles seraient prêtes à protéger ces espaces d'urbanisation ou de construction, à l'exception de ce qui est strictement nécessaire au service public de l'eau potable. Donc, nous allons lancer une étude puisque le débat se pose pour connaître ce qui rentre dans le cadre de la nomenclature. Ça, nous allons faire avec le chat. Et puis, si vous me permettez peut-être de compléter, il est vrai qu'il y a un acteur important, d'ailleurs, qui aidait d'autres projets, pas uniquement sur le domaine de l'eau, hein, c'est l'agence de l'eau qui est une incitation financière aujourd'hui et qui plus est nous accompagnera sur ce programme je dirais, de renaturation de nos espaces, notamment hein, là où on est en capacité à en effet réduire l'imperméabilisation. Et donc, d'ores et déjà, en tout cas, cet acteur-là sera important car par son incitation financière. Mais comme je le répète, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, qui existe depuis de nombreuses années, qui est venu aider financièrement un certain nombre de collectivités, hein, des communes, toutes autres collectivités, notamment par exemple sur les programmes qui peuvent être faits de rénovation des cours d'école. Donc là, on s'éloigne un peu de notre métier, mais pour autant, c'est quelque chose, en tout cas, qui est important depuis plusieurs années. Alors, j'ai le micro coupé. Ça rejoint un petit peu là, une autre question qui vous était posée plus directement. Alors, je vous la relis. En quoi l'objectif ZAN va-t-il influer concrètement sur vos activités au sein du CEDIF? Donc, vous y avez déjà en partie répondu, mais peut-être que vous avez des compléments à ajouter là-dessus. Ça va influer forcément puisque nous avons quelques projets de développement nécessaires à l'innovation du système membranaire qui permet de filtrer l'eau pour la meilleure santé de nos usagers. Mais en dehors de cette innovation connue depuis moins d'une dizaine d'années et lancée par le CEDIF, en dehors de cette innovation-là, le syndicat des eaux est beaucoup plus tranquille dans la mesure où il n'envisage pas d'urbanisation en dehors de ces installations strictement nécessaires. Nos espaces libres et paysagers ne sont pas appelés à avoir une densification de quelque nature que ce soit, à l'exception des points d'innovation que j'ai cités. Il y a aussi également un autre objectif hein, dont on parle peu, hein, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur le traitement de la surface végétalisée sur nos équipements, notamment, et puis on parlait de renaturation, ou en tout cas de désartificialisation, si je puis dire, de nos espaces. Mais au-delà de ça, il y a également tout ce qui relève du traitement de l'eau pluviale et de l'eau à la surface. Et ça, c'est un point important, puisque
ça peut contribuer, je dirais, par peut-être une petite quantité, mais si on veut dire ainsi, peut-être que les petits ruisseaux ne vont pas les grandes rivières, mais notamment sur l'ensemble de nos équipements, nous sommes en train de travailler sur le fait de traiter sur nos superficies et sur notre foncier d'emprise de nos équipements le traitement de l'eau. Et notamment, ça contribuera à réduire les volumes qui transitent par les collecteurs et aussi également, ça contribuera à lutter contre les risques d'inondation. Le programme d'investissement du syndicat des eaux est très important parce qu'il pèse 2,5 milliards sur une dizaine d'années. Dans ce programme pluriannuel d'investissement est ambitieux, mais également sur le plan environnemental, dans la mesure à chaque fois que nous rénovons nos usines, nos installations techniques, nous faisons le plus possible de terrasses végétalisées qui soient pérennes dans le temps, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les faire, de les aménager, de les livrer, mais il faut les faire vivre. Et c'est un point très important que souhaitent nos élus. Et ça participe de ce qu'aime dire M. Cotterman, c'est-à-dire de la récupération de l'eau pour la végétalisation existante et éviter le rejet dans les canalisations d'assainissement. Ça, c'est vraiment une volonté et nous le faisons systématiquement. Et d'ailleurs, ça nous coûte assez cher, mais nous l'assumons. Je vous remercie pour vos explications. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien aussi. J'ai des problèmes avec mon micro. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'objectif ZAN ne risque pas de nuire au développement des plus petites communes rurales? J'ai envie de dire que ça va un petit peu dépendre de leur place au sein des intercommunalités. Parce que les circulaires que je vous citais tout à l'heure, notamment la dernière, a particulièrement insisté sur la territorialisation des objectifs ZAN. Et c'est un petit peu là-dessus que tout va se jouer. C'est-à-dire que cette intégration des objectifs ZAN qu'on vous a présenté va pas être faite de manière mécanique par commune. Ça va être réparti déjà à l'échelle régionale et puis ensuite on va descendre à l'échelle du SCOT, sachant que le document d'objectif du SCOT, le DOU, va lui-même territorialiser les objectifs et puis ensuite ça va être retranscrit à chaque fois dans un rapport de compatibilité à l'échelle du PLU, à commencer par le PLU intercommunal. Donc évidemment, ça va être très compliqué pour les petites communes rurales de trouver leur place dans la répartition de ces quotas d'artificialisation des sols. Alors, à voir si la proposition qui a été faite au Sénat, justement pour protéger les petites communes rurales, la proposition qui consisterait à réserver une surface minimale de développement va passer le cap à l'Assemblée nationale. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet quand même de développement qui se pose pour ces petites communes dans la répartition des surfaces qu'on pourra ou non artificialiser. Et alors, nous avons une autre question qui arrive également. Est-ce que l'intégration du ZAN dans le SRADET ne sera pas trop complexe pour être effectuée d'ici la fin de l'année prochaine? Sans doute que si. Et je pense que pour le coup, la proposition qui a été faite de rallonger le délai d'annonce supplémentaire, je ne peux pas trop m'avancer, mais je pense qu'elle passera. Je pense qu'elle passera parce que ces décrets, tout est aussi souvent une affaire de contexte. Hein. Les décrets, ils datent du 29 avril 2022. Il y avait déjà eu d'ailleurs, après la loi, près de 6 mois, il y avait déjà eu un report de 6 mois avec la loi 3DS, qui n'avait pas posé de difficulté. Je vois difficilement comment on ne va pas reporter encore d'un an l'intégration, parce qu'évidemment que c'est assez compliqué. Et si on ne sait pas encore concrètement de quoi on parle, quelle surface on inclut
pour la répartition à l'échelle régionale, ça va vraiment être très compliqué d'intégrer. Donc, pour répondre à la question, oui, ça va pas être simple et je pense que à cet effet, il y aura sans doute un report, voilà, 6 mois, un an supplémentaire pour intégrer tout ça. Alors, nous avons une autre question. Je me permets juste, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez évidemment des ajouts à faire sur ces questions-là, hein, Monsieur Loiseau. J'ai trouvé que votre exposé, était très clair, puisque on lit beaucoup d'articles en ce moment sur la ZAN et on finit par se perdre un petit peu parce que les avis ne sont pas toujours convergents ni homogènes. Oui, puis c'est un sujet, c'est assez dense en fait. C'est assez dense. L'objectif ZAN, on en est beaucoup saisi nous au cabinet. Malheureusement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que on limite l'urbanisation de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est pas exactement ça. C'est plus complexe que ça quand on rentre dans le détail. Et ensuite, pour le soumettre à un juge, il faut quand même rentrer dans les carcans sur des cartographies et des comptabilisations qu'on n'a pas encore. Donc, ça, c'est assez compliqué. Alors, on a une question intéressante. C'est vrai que j'ai passé un peu vite sur ce sujet, mais comment l'érosion du trait de côte affectera-t-elle la mise en place de l'objectif ZAN? Ça va être un gros sujet qui va être débattu à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça passera, parce que la loi littorale a quand même beaucoup évolué ces derniers temps. Et c'est vrai que le fait de décompter des surfaces artificialisées, toutes ces zones qui seront donc bientôt cartographiées, qui seront concernées par l'érosion des traits de côte, ainsi que les zones de relocalisation potentielle du bâti, ça va quand même sans doute beaucoup affecter les calculs. Il y a une intégration des objectifs ZAN pour les communes concernées. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là quand on voit qu'on a une telle proposition d'évolution à ce stade dans la proposition de loi qui a été votée par le Sénat, parce que ça risque de remettre en cause quand même énormément de choses. Bonjour Madame Oisler, quelqu'un me rejoint. Mais voilà, ça c'est une question qui, je pense, va rester en suspens jusqu'au passage à l'Assemblée nationale. Alors, quel est le lien avec la fiscalité locale et immobilière? Ça, c'est une question sur laquelle je pourrais moins vous répondre à ce stade, mais je crois qu'un prochain webinaire sera consacré justement à ces questions fiscales, et y compris sur les questions immobilières, dans l'impact biodiff sur les entreprises. Donc, je vous y renverrai. Simplement peut-être dire que on a encore une fois des outils financiers, des aides financières, pas forcément revenir dans le détail, mais des outils financiers qui ont été mis à disposition des communes et qui vont aussi être rediscutés, parce qu'on parle quand même là de fonds assez importants pour des projets d'ampleur. Donc, ces outils-là d'aide financière et fiscale, je pense qu'ils vont continuer à évoluer. Mais je vous renvoie peut-être plus particulièrement là-dessus à la lecture de la circulaire, notamment celle de 2021. Je crois que c'était aller un petit peu plus en détail sur les outils, qui vont évidemment beaucoup aider pour atteindre des objectifs ZAN. Alors, je ne vois pas d'autres questions de mon côté. Je ne sais pas si vous en avez, si vous en avez de votre côté au CEDIF. Non, pas. Nous n'avons pas de questions.
suis navrée, j'ai apparemment un petit souci de micro. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de vous libérer, de remercier tout le monde pour votre présence à ce webinaire, sachant donc que le cabinet poursuit sur ce cycle de webinaire biodiversité, avec, je crois, un prochain numéro qui se tiendra le 11 avril prochain, sur l'impact de la biodiversité sur les entreprises, avec Corinne Lepage et Sylvain Amanaka. Donc là, je pense que particulièrement pour parler de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Je vous remercie, Monsieur Loiseleur, Monsieur Cotterman, et merci à tous, à très bientôt. Entendu, merci à vous. Au revoir. Voilà.